l'âge parental joue certainement, le fait de l'avancée en âge lors de la grossesse explique très probablement un pourcentage important, peut-être de 10% de l'augmentation, mais il en reste que, malgré tout, on peut toujours après dire, c'est parce qu'on a peut-être encore sous-estimé le diagnostic, mais enfin, en gros, pour 46% dans cette étude-là, on ne trouve pas de raison expliquant cette augmentation. Donc il pourrait y avoir des facteurs d'environnement, il peut aussi y avoir des facteurs d'un meilleur suivi des grossesses, avec le fait que il y a plus de grossesses qui arrivent à terme, tout est possible dans l'environnement. Enfin, en tout cas, il y a des cas, on ne sait pas. Parmi les causes les plus solidement prises en considération pour cette augmentation, il y aurait le cytomégalovirus, dont on a parlé ce matin, je crois encore à un moment donné, qui là est une sérieuse piste. L'acide valproïque, la dépakine, très très sérieuse piste. La grande prématurité, qui va probablement donner un ensemble de facteurs dans le laboratoire que j'ai créé dans mon service à Robert Debré. Mon successeur, le docteur Pierre Grassens, a maintenant entrepris d'ailleurs une étude sur des modèles animaux de ce phénomène. Donc la grande prématurité probablement pourrait expliquer une grande partie de ces 46% de causes inconnues. Il y en a probablement d'autres. Allons un peu plus loin dans les causes et mécanismes. D'abord, il y a une très robuste composante génétique, même s'il y a des espoirs de réversibilité partielle grâce à la prise en charge, etc. La concordance entre jumeaux homozygotes est de 70 à 90%. Donc, les jumeaux homozygotes, c'est énorme comme concordance. Les jumeaux hétérozygotes, la concordance, quand il y a plusieurs cas dans la famille, ne dépasse pas 5 à 10%. Et est la même que la récurrence dans une fratrie où ce ne sont pas des jumeaux hétérozygotes. Donc ça veut dire que le rôle quand même de l'environnement familial est très faible. Donc la cause génétique est extrêmement solide, puisque on est autour de 80% de concordance chez les jumeaux homozygotes. En second lieu, ce qu'on appelle l'héritabilité. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de ce terme, ça ne veut pas dire la possibilité d'hériter, c'est un terme de génétique spécialisée, du phénotype, qui regarde alentour dans toute espèce de symptômes et de signes d'évolution en dehors d'une maladie ou d'un problème, qui regarde toutes sortes d'autres facteurs. Et de voir s'il y a une concordance chez eux. Mais chez deux enfants homozygotes, l'héritabilité de toutes sortes d'autres facteurs alentour est de 0,8, donc touche aussi à 80%. Donc, c'est-à-dire est énorme. Ça veut dire que le système génique qui a conduit à l'autisme va également avoir une influence sur toute une série d'autres facteurs. Donc, ça assied encore plus solidement le poids énorme de la génétique dans l'origine de l'autisme. Enfin, un chiffre important aussi, c'est qu'en anomalie ADN détectable, que ce soit en CGHRD, que ce soit en tout ce que vous voulez, en génétique moléculaire, en cytogénétique, etc., tout ensemble, si nous faisons des recherches approfondies, nous arrivons, avec les outils actuellement disponibles de manière générale, nous arrivons quand même à 10% de cas où on peut mettre en évidence des anomalies géniques, ADN ou chromosomes. Donc c'est quand même considérable, ça ne fait qu'augmenter, ce qui ne veut pas dire que, par exemple, en France, je ne connais pas vos chiffres au Maroc, par exemple en France, que nous atteignons ce chiffre dans ce qui est diagnostiqué, parce que dans la grande majorité des cas en France, on ne pousse pas très loin les études géniques, même si elles sont disponibles. Mais elles sont coûteuses, l'accessibilité est limitée. La génétique en France a été mise dans les mains des pouvoirs publics essentiellement, donc le marché privé a relativement peu d'influence, de place. Donc là, dans les restrictions de budget des hôpitaux, on fait tout ce qu'on veut. Donc, mais dans un pays comme les États-Unis, où au contraire l'accès au marché génétique est un accès privé, on monte très facilement à 10% des cas où on trouve des anomalies.
Bon, alors il y a actuellement un grand débat que je laisserai, mais je ne veux pas être trop long, éventuellement pour la discussion. Il y a un grand débat que nous avons quand même un espoir extrêmement solide de pouvoir améliorer, bien entendu, par de la prise en charge précoce, des rééducations spécialisées, des formules d'enseignement, et le professeur Chaban nous en parlera en détail, je pense. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une manière potentielle de contrôler un jour par des mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Mais ce serait trop long d'aller trop loin dans cette direction. On sait simplement maintenant qu'il y a tous les mécanismes génétiques et géniques proprement dits, mais qu'il y a après certainement des manières d'influencer la mise en application du génome dans les protéines et dans la structuration du corps humain, du système nerveux et de son fonctionnement. Alors ça donne des espoirs très grands qu'on pourrait contrôler l'application du génome, même par des méthodes biologiques, pour réduire l'application des gènes défavorables qui conduisent à l'autisme. Alors là, je peux vous recommander des articles, en parenthèse, vous avez mon adresse email dans le résumé, et si certains d'entre vous souhaitaient des indications supplémentaires, vous pouvez m'envoyer un email et je vous répondrai. Il y a actuellement des travaux importants en la matière. De l'épigénétique, qu'est-ce qu'il faut conclure pour l'instant? En épigénétique au sens strict, c'est-à-dire des modifications chimiques dans l'application du génome, c'est que d'abord, c'est une voie tout à fait nouvelle, lui apprend beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais pu imaginer, et infiniment moins que ceux qui voudraient s'emparer de ça pour dire, avec une bonne psychothérapie, on va changer l'application du génome. Ça, pour l'instant, c'est certainement du wishful thinking, comme on dit, c'est certainement de l'imagination. Mais en tout cas, cette piste de l'épigénétique doit être prise en considération en toute objectivité. Alors, ces anomalies géniques très importantes, qu'est-ce qu'elles entraînent que nous connaissions avec certitude, ou en tout cas avec une grande probabilité? D'abord, dans les colonnes neuronales verticales du cortex, il y a des différences entre les colonnes du cortex chez l'autiste et chez celui qui n'est pas autiste. Du moins dans les cas examinés, parce que, comme vous savez, la neuropathologie est actuellement presque disparue de la routine des hôpitaux. Ça ne se fait plus. Il y a 20 ou 30 ans, on le faisait tout le temps. Maintenant, on ne le fait quasi plus. Donc, on se coupe d'un certain nombre de connaissances qu'on ne peut pas avoir vraiment autrement, puisque avec les imageries, on n'obtient pas ça. Et vous voyez ici des colonnes, donc le cortex est formé de colonnes verticales de neurones, à peu près 1 millier de neurones, qui sont l'une à côté de l'autre, qui se développent en développement. Eh bien, ces colonnes constitutives, qui ont été examinées en coupe sériée sur des cerveaux de personnes autistes décédées évidemment d'autre chose, puisque heureusement on ne décède pas d'autisme, vous avez des anomalies, des modifications relativement considérables. En particulier, c'est l'équipe de Boston qui a fait cette découverte il y a quelques années, même si longtemps que ça, de la largeur des colonnes, de leur nombre. Donc il y a une différence importante. Ça a entraîné, quand ça a été publié, de grands débats. En particulier, certains n'acceptaient pas cette idée, motif pour lequel on a un jour réuni pendant une semaine au NIH, à Bethesda, près de Washington, une trentaine de personnes dans lesquelles j'étais membre étranger, pour revoir les coupes qui avaient conduit à ça de manière totalement anonyme. Nous n'étions pas... nous n'avions accès à aucune donnée, on ne pouvait pas reconnaître ce que c'était, on les a soumises avec une vraie commission de contrôle gouvernementale américaine, puisque c'est un institut public, donc extrêmement sérieusement. Aucun d'entre nous, sur les 30 spécialistes, n'a hésité une seule seconde à reconnaître ça dans les cerveaux pour lesquels il y avait eu une analyse en coupe sériée de l'outil. Donc il y a des anomalies des colonnes verticales. Ça veut dire que dans ces cas-là, chaque fois que ça a été étudié, on a une trace de quelque chose qui s'est passé avant 20 semaines de grossesse. Parce qu'en gros, ça c'est un processus de mise en place qui est le milieu de la grossesse. En second lieu aussi,
dans une étude très convaincante de Carrie Nelson, le peptide vasoactif intestinal a été trouvé énormément augmenté dans le sang de cordon à la naissance chez des personnes qui allaient devenir autistes après. Et donc c'est aussi des données extrêmement solides. Or justement, ce peptide vasoactif intestinal a, pendant la première moitié de la grossesse, une grande importance pour la formation des colonnes neuronales. Alors, ce sont des données que personnellement je considère comme extrêmement solides, qui ont été assez peu reprises après dans certains travaux récents, en grande partie parce que personne n'est capable de reproduire cette affaire, puisqu'on ne fait plus jamais d'autopsie, on ne fait plus de coupe sériée, et que d'autre part, pour faire l'étude VIP, l'étude peptide vasoactif intestinal de Carrie Nelson, je crois qu'elle avait obtenu à peu près 1 milliard d'euros de NIH pour le faire sur l'ensemble des États-Unis, donc on ne va pas reproduire ça tous les jours. Mais en tout cas, ça paraît extrêmement solide. Point suivant qui a fait son apparition, qui je crois est très solide, c'est une anomalie de l'innervation sérotoninergique transitoire. Ça veut dire que, par exemple, dans les connexions thalamo-corticales, les connexions qui unissent le thalamus au sens large et le cortex, notamment au cortex sensitif primaire, ça sera des connexions qui seront en bonne partie glutamatergiques plus tard, mais qui sont transitoirement sérotoninergiques au début du développement. Enfin, au début, oui, précocement dans les vies. Donc là, il y avait différentes suspicions d'une anomalie dans l'autisme. Et ces suspicions, aussi des suspicions venant des travaux de Diane Shugali de Detroit aux États-Unis et d'autres sur les capacités de synthèse de la sérotonine chez les enfants autistes et chez les autres. Tout ça aboutit à un corps de recherche très intéressant qui a été obtenu à l'Institut Pasteur de Paris par l'équipe de Thomas Bourgeron et d'autres, qui a montré qu'il y a probablement des atteintes de protéines d'adhésion cellulaire de la membrane postsynaptique des synapses glutamatergiques impliquées dans la synaptogénèse à cet endroit-là. Et enfin, Thomas Bourgeron et ses collaborateurs ont mis en évidence, ça a été publié en 2007, que le gène CHANK3, qui régule l'organisation structurale des épines dendritiques, est un partenaire des neuroligines en question. Et tout ceci, donc l'hypothèse d'un gène ou d'un groupe de gènes qui régule les neuroligines, et que les neuroligines qui ont un rôle dans la mise sur pied des connexions thalamocorticales sont atteintes dans l'autisme. Alors, dans les travaux de Bourgeron et de ses collègues de l'Institut Pasteur, mais dans lesquels beaucoup de cas venaient d'ailleurs de Nadia Chaban, ici présente, et d'autres qui ont travaillé avec lui, ont référé des patients, etc. Donc, ça s'est retrouvé dans moins de 1% de la population des autistes. Mais c'est extrêmement solide. Mais c'est moins d'1% de la population des autistes. Donc il faut savoir que nous sommes encore à beaucoup d'endroits à un stade de balbutiement jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, on a des pistes. On sait qu'il y a une composante génique énorme. On sait que ce problème thalamocortical neuroligine a été solidement établi pour une petite minorité de cas. Enfin, je voudrais encore, sans le détailler, ajouter que si vous prenez les relations, là je serai très bref, et pour ceux qui ne sont ici pas spécialistes de ces questions, je ne vais pas trop détailler, on reviendra dans la discussion si on veut. Si on met les relations entre NMDA, entre les synapses excitateurs, la transcription génique, les circuits neuronaux, etc., on sait que dans l'autisme, il peut y avoir une terrible stimulation, finalement, du bruit de fond, du background, du bruit de fond NMDA, du bruit de fond excitateur. Alors,
la signification que ça a exactement, ça a sûrement une signification, mais ce n'est pas connu avec une précision ultime. Mais je vous dis ça parce que je reviendrai un instant là-dessus. Alors, ces cibles de l'autisme nucléaire, je dirais, de l'autisme qui n'est pas secondaire de toute évidence à une autre maladie métabolique ou quoi, il y a beaucoup de cibles. Je ne vais pas toutes les... Mais elles sont toutes autour de ce que je viens de vous dire, auquel il faudrait peut-être encore ajouter le chlore intraneuronal et les transports de chlore. Et ça, je vous en dis un mot pour une raison, c'est que certains auteurs, français d'ailleurs, ont récemment proposé un traitement médicamenteux sur lequel je reviendrai dans un instant. Enfin, moi j'ai toujours été frappé, surtout à une époque, déjà un peu éloignée, mais quand même, où j'ai personnellement examiné des cerveaux d'enfants autistes, du temps où la neuropathologie du développement avait encore une possibilité de s'exercer dans nos hôpitaux. Maintenant, en tout cas en France et aux États-Unis, c'est presque disparu. Énormément de choses ont été décrites. Et je suis certain que le professeur Chaban vous en donnera des exemples fort intéressants dans ce qu'on a parfois appelé le cerveau social. Mais beaucoup de choses ont été décrites. Macrocéphalie à la naissance, généralement, et ça c'est statistiquement très démontré. Il y a un tour de périmètre crânien qui est plus élevé qu'il ne le serait dans la population générale. Après, il y a du freinage. Anomalie temporale, anomalie du cervelet, anomalie de l'olive bulbaire, des ganglions de la base, du corps calleux, du lobe temporal, etc. Que ces anomalies multiples peuvent apparaître à certains, en particulier à moi, comme des anomalies multiples possibles en fonction du moment où le point neurochimique, si on veut, se manifeste le plus fort chez un sujet donné, puisque c'est quelque chose qui va exister pendant tout le courant du développement. Donc je crois que tout ce qui a été décrit est vrai. Mais quant à faire de n'importe quoi qui a été décrit une cause primaire, ça, je me permets d'être plus réticent, même si tout ça est vrai. Nous avons connu la même chose avec la prématurité, si vous vous souvenez, conséquences cérébrales de la prématurité. Il y a eu l'école de Tours avec nos amis de Tours, l'échographie cérébrale. Il y a eu des gens partout de France, des États-Unis. On a décrit des dizaines de mécanismes sur le cerveau des prématurés. Et tout ça était vrai. Ils sont souvent très battus entre eux, mais tout ça était vrai. Et finalement, il y a une petite quinzaine d'années, en partie dans mon laboratoire, mais ailleurs aussi bien sûr, on a pu trouver des hypothèses et même des démonstrations synthétiques qui montraient que tout ça était des conséquences d'un phénomène primaire, notamment la cascade excitotoxique pour la prématurité. Je ne serais pas étonné pour l'autisme, mais ça, qu'il en est peut-être de même, qu'on finira par trouver quelque chose de commun qui expliquera ces multiples choses. Donc, pour résumer, dans la construction du cerveau, les colonnes de neurones établies avant le milieu de la grossesse, les voies thalamocorticales et les synapses excitatrices sont là. Venons-en maintenant à ce qu'il faut faire. Avec cette particularité très précoce, qui pour certaines fonctions cérébrales, comportementales et intellectuelles peuvent être des supériorités dans certains cas par rapport à la population générale, et qui dans beaucoup de cas sont, si elles ne sont pas prises en charge correctement, une catastrophe comportementale et sociale. Donc, que pouvons-nous faire? D'abord, le constat a été obtenu, et l'action récente a été obtenue en France grâce aux associations de parents. Les pouvoirs publics n'ont rien fait, et les hôpitaux universitaires n'ont rien fait de solide pour faire prendre ça sérieusement en considération.
Et quand je dis rien, c'est rien de rien. Ce sont les associations de parents qui se sont révoltées. Les mères notamment, disant on prétend que c'est moi à cause de mon tempérament rigide qui a rendu mon enfant comme ça, c'est scandaleux, ce sera la révolution et je suis prêt à aller abattre les psychiatres qui m'ont mis dans l'état où je suis. Bon, en gros, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et ça, c'est un mouvement qui a commencé vers 2008-2009. Alors, qu'est-ce que nous consacrons en France? Et les chiffres que je vous donne ici, ce ne sont pas des chiffres qui remontent à 2009, ce sont des chiffres qui remontent à l'an dernier. Nous consacrons que nous sommes parmi les pays d'Europe, et même plus largement, qui consacrent le plus d'argent par habitant, c'est pas par rapport au nombre de Français, mais par habitant, à la prise en charge de l'autisme. Nous consacrons 1,4 milliard d'euros par an, hors coût sanitaire. Donc je ne parle pas de tout ce qui est médical, hors coût sanitaire. Pour avoir le taux de prise en charge adéquat qui sûrement ne dépasse pas 1 sur 3 en France. Alors que les pays voisins, je pense en particulier à la Suisse, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas, consacrent moins d'argent par habitant et parviennent à prendre en charge assez correctement 80 à 90%. Donc il y a vraiment un problème. Donc prenez exemple sur la France, notre pays chéri, mais prenez-en quand même exemple avec prudence. Dites-vous bien que le Royaume-Uni, qui ne passe que 65% de son budget à la santé par habitant par rapport à la France, a un taux de prise en charge qui voisine les 80%, 80 à 90% pour l'autisme, par des méthodes totalement différentes. Il en est même de la Suède. Donc, avant d'adopter pour le Maroc un système colbertiste, réfléchissez à 2 fois. Alors, il y a eu une certaine révolution auquel, modestement, je pense, le professeur Chaban, qui est là aujourd'hui aussi, et moi avons participé. C'est que on m'a confié en 2009, et on a terminé en 2012, la présidence du groupe de pilotage national autisme de la Haute Autorité de Santé. Et puis après, on a remis notre rapport en 2012, et le ministère, à ce moment-là, a décidé d'en faire un programme national, puisqu'il y a une différence nette entre des recommandations de bonne pratique, ça c'est la Haute Autorité de Santé, et un programme national de sécurité sociale. Volontairement, j'y reviendrai, mais c'est essentiel de faire comme ça. Sinon, l'imagination d'un professeur d'université pourrait imposer n'importe quoi au ministère, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Donc, restons prudents. Donc, nous avons fait ça, et la deuxième partie, alors le plan national autisme gouvernemental, cette fois-là, le conseiller technique du ministre a été le professeur Nadia Chaban, qui alors a essentiellement s'est basé sur le rapport de la Haute Autorité de Santé pour faire un plan national. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut dans des sujets compliqués? Et ça, j'ai déjà dit un mot de ça ce matin à propos des vertiges et des confins entre ORL et neuropédiatrie. Il faut rechercher un consensus. Il faut arriver à une solution. Alors le consensus de la Haute Autorité de Santé, nous avons eu 140 experts nationaux et étrangers, 23 sociétés scientifiques et professionnelles, 7 départements ministériels, une académie nationale, 202 instituts et associations, 10 analystes et méthodologistes. Officiellement, nous avons disposé de 500 000 €, en fait c'était 800 000, en prenant les coûts induits, c'est-à-dire d'utiliser gratuitement des personnels de service public et des choses pareilles. Donc, c'est pas rien de faire un consensus sur un sujet controversé. Mais tout ça n'est qu'une goutte d'eau à côté du 1,4 milliard par an hors coût sanitaire. Bon. De même que maintenant il y aura un nouveau consensus en cours en France sur les statines pour prévenir les problèmes liés au cholestérol, mais il faut faire des études qui ont la même ampleur si on veut arriver à quelque chose. Sinon on fait n'importe quoi. Quelques mots d'histoire du consensus. On dit que ce sont les Iroquois, en l'année
1142 qui ont pour la première fois fait du consensus. Après, il y a eu les Quakers. Le mouvement de libération de la femme a eu beaucoup dans l'histoire du consensus, puis les Japonais, le Mass général à Boston, les organisations internationales de standardisation. Le NIH a lancé, il a été les premiers en 1977, le programme OMAR, Office Medical Applications of Research. Le Royaume-Uni a lancé NICE, au Royaume-Uni, National Institute of Care Excellence. La Belgique a lancé KCE en 2002 et la Haute Autorité de Santé a été lancée par le gouvernement français en 2004. Donc voilà un petit historique. Après ça, ne croyez pas qu'il y a énormément de programmes nationaux très valables. Celui de la France, du Royaume-Uni, les États-Unis indirectement, je peux y revenir après, la Suède, l'Écosse, qui a toujours des programmes qui inspirent toujours l'ensemble du Royaume-Uni, la Belgique, voilà, la Suisse, non, je ne crois pas. Donc ces pays-là sont parmi les seuls à avoir des choses où nous sommes assermentés quand nous faisons des choses pareilles. Moi, j'ai dû déclarer sur Internet, vous pouvez trouver que j'ai un fils, on ne met pas son prénom ni sa date de naissance, mais qui est un polytechnicien qui s'occupe de détection des radiations dans l'industrie nucléaire pour éviter les accidents, pas pour faire des armes nucléaires, pour éviter les accidents. Comme il y a un risque éventuel qu'un jour vous puissiez avoir des consommateurs qui pensent que les radiations puissent avoir un rôle sur l'autisme, c'est déclaré comme un possible conflit d'intérêts de ma part. Donc vous imaginez jusqu'où va la déclaration des conflits d'intérêts. Et c'est bien de faire ça. Est-ce que malgré ça, on passera encore à côté de certaines choses? J'en suis sûr. Mais l'homme est corrompu par nature, par la compétition dans l'évolution. Mais c'est très important de faire ça et d'aller très loin. Donc il n'y a pas énormément de programmes dans le monde qui permettent de faire ça. Mais il y en a. Et il faut espérer qu'il y en ait de plus en plus. Où le service public, quand on prend l'argent de l'impôt, est en l'absence de ces conflits d'intérêts. Alors, il faut une méthodologie rigoureuse quand vous faites du consensus. Consensus, pourquoi? Pour attribuer après les ressources de la sécurité sociale et les ressources de l'impôt. Hein, donc, c'est pas... sinon, vous faites n'importe quoi. Par exemple, le pronostic neurologique de la prématurité. Entre 1970 et 1985, dans un groupe dont j'ai fait partie, nous avons relevé plus de 1000 commissions de consensus à travers le monde. 1000 commissions de consensus. Et tous, ou bien n'ont pas vu, ou ont occulté le fait que quand vous réanimez des très petits poids, vous augmentez catastrophiquement le handicap neurologique dans la population. Donc vous voyez qu'en 1970, on était à un minimum historique en prévalence du handicap secondaire à la prématurité. Fin des années 80, on était remonté au niveau des années 1954. Et l'amélioration qui a eu lieu après n'est qu'apparente. Elle est réelle, mais pas aussi forte, puisqu'après, il vous faut 10-15 ans pour voir de recul avant de voir ce qui peut arriver. Donc, vous avez des milliers de commissions de consensus qui se sont réunies pour faire du bla, bla, bla. Et pour uniquement raconter n'importe quoi qui soutenait le zèle de certains néonatologues pour réanimer les tout petits points. Donc le monde entier est passé à côté de ça. C'est absolument affreux. Mais je dirais c'est plus qu'affreux, c'est criminel. Donc il faut une méthodologie rigoureuse. Il y a de grands dangers. L'opinion collective, c'est généralement la dictature de la majorité. Il y a le problème de dominance.